Dans cette vidéo, je reviens sur mon parcours, mes motivations et mes dernières transactions de 2023. Il s'agit d'une rediffusion de l'interview Twitter réalisée par Value Invest. Je vous mets toutes ces références en description, n'hésitez pas à aller le suivre, il produit vraiment un contenu de qualité. L'interview est un petit peu longue, n'hésitez pas à augmenter la vitesse de lecture si besoin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, donc bienvenue sur le Space Finance numéro 5. Nous sommes le 3 février 2023 et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Monsieur l'investisseur. Donc c'est un jeune investisseur arrivé sur les marchés il y a quelques années, en 2018. On aura l'occasion de développer avec lui un peu, d'en savoir un peu plus sur lui. Alors, donc il est auteur en fait d'une chaîne YouTube assez récente aussi. Moi, ce qui m'a plu dans son profil, c'est le côté un peu pragmatique de son approche. On va essayer d'approfondir un peu tous ces sujets avec lui. Donc, je me permets de vous faire un petit avertissement avant de poursuivre. Donc, le contenu de cette mission ne pourrait constituer des recommandations et des conseils boursiers. Nous n'avons pas la vocation ni l'habilitation à délivrer un quelconque conseil d'investissement ou de gestion. Toute décision d'investissement comporte des risques et ne peut relever que de la seule compétence de celui qui l'a prise. Vous êtes responsable de vos décisions d'investissement. Sur ce, donc, nous allons passer donc à la première partie de notre space. Donc, comme chaque space sont découpés en deux parties. Donc, une première partie où c'est le thème qui est traité, le sujet, soit une société, soit une idée, soit une interview, ce genre de choses. Et dans la deuxième partie, je vous laisse un peu plus la parole. Vous pouvez poser des questions directement à mon invité ou évoquer des sujets un peu plus généraux sur la bourse, ou si vous avez des questions sur des sociétés, ou si vous voulez parler d'une boîte ou ce genre de choses, n'hésitez pas. Donc ça, c'est pour la deuxième partie du space. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va essayer de vraiment terminer à l'heure, puisqu'à 14 heures, d'ailleurs, je vous invite tous à y participer, il y a l'interview faite par les Dobas d'un gérant de fonds. D'ailleurs, je pense que j'ai liké, retweeté le lien vers cette invitation, ou au pire, je l'attacherai à ce space, donc ça vous permettra de le trouver plus facilement. Je vous invite vraiment à y participer, c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'expérience des pros. En attendant, on va arriver à notre sujet. Donc bonjour, monsieur l'investisseur. Donc je te laisse saluer nos auditeurs et on va commencer notre interview. Bonjour à tous et puis merci à toi Value pour Je t'en l'invitation. prie. Donc, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, ton âge, ton profil d'investissement, ton encours de gestion, ce genre de choses, avant de passer à des questions un peu plus précises, histoire que les auditeurs puissent cibler un peu Oui, bien sûr. à qui on a affaire aujourd'hui? Oui, je me présente, j'ai 29 ans, je suis un investisseur particulier. J'ai eu une formation scientifique, j'ai fait un double diplôme école d'ingénieur, école de commerce. Actuellement, je travaille en finance, je fais du contrôle de gestion et de l'analyse financière. Alors, c'est de l'analyse financière qui est plutôt autour de la création de business plans ou la modification de business plans existants. C'est pas vraiment de l'analyse financière au sens analyse de marché avec de la valorisation d'entreprise ou des choses comme ça. D'accord. Euh, je suis rentré sur les marchés financiers de manière assez passive en 2018 via le plan épargne entreprise qu'il y avait dans mon entreprise. C'était plus des collègues de travail qui m'ont dit ah bah tiens, mets un petit peu d'argent là-dedans, tu verras, c'est bien pour l'avenir, etc. Puis je pense que c'est un peu mon côté mathématique, calcul où je voulais comprendre. Je voulais comprendre pourquoi est-ce que ça, il y avait des variations, pourquoi est-ce que ça montait, c'était quoi une action, etc. Donc, je m'y suis mis un peu plus par Alors, moi-même. J'ai ouvert mon PEA ML, en je vais me 2019. permettre d'intervenir un petit peu. Donc déjà, pour venir un peu sur ton parcours un peu académique, donc tu as globalement quand même un Oui. solide parcours, parce que tu as fait une école d'ingénieur, ensuite derrière, tu as fait une école de commerce. Est-ce que tu as étudié la finance dans cette formation? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te semble indispensable par rapport à cette activité que tu fais? Et est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a pas fait ce type de parcours pourrait avoir le même type de parcours que toi aujourd'hui, enfin, pourrait avoir les mêmes résultats que toi aujourd'hui? Alors, en école d'ingénieur, clairement pas. Je pense que j'ai eu moins de 10 heures de cours de finance. Et en école de commerce, j'ai pas pris la spécialité finance. J'ai fait une école plutôt généraliste, donc je dirais que non. Et je dirais que même le contenu que j'ai appris en école de commerce, un bon livre de finance comble largement ce décalage-là. Donc, je pense pas avoir un avantage compétitif par rapport à ça. J'en ai peut-être un avec mon travail parce que effectivement, je vois des business plans toute la journée, donc je comprends peut-être un petit peu les mécanismes, les impacts d'augmentation du chiffre d'affaires, d'augmentation des coûts, etc. Mais c'est minime. Je pense pas que ça soit là
le gros écart. La majorité des choses que j'ai appris, je les ai retrouvées sur des ressources, sur des ressources, pardon, majoritairement sur D'accord. Internet. Donc, tu penses que finalement, ton cursus peut être complété par limite un apprentissage en autodidacte via d'autres sources d'information. Oui, je pense. Après, je pense quand même que la formation école de commerce, ça permet de comprendre les bases de qu'est-ce qu'un bilan, un compte de résultat, une cascade de paiement, etc. Donc, ça aide quand même un petit peu, mais je pense qu'en autodidacte, c'est des notions assez simples qui peuvent s'apprendre à côté. D'accord, très bien. Écoute, eh ben, on va poursuivre sur ta présentation. Donc, tu évoquais un peu ton arrivée sur les marchés financiers via finalement le PE de ton entreprise et sûrement des collègues qui t'en ont pas. Donc, c'est des collègues qui Hmm. t'en ont parlé. Donc, après, tu t'es interrogé un peu sur la notion des marchés, qu'est-ce qu'une action, etc. À l'époque, t'avais répondu à ces questions via a priori des sources externes finalement, des blogs, des vidéos YouTube ou des podcasts. Est-ce que tu peux me dire à Mhm. l'époque si tu avais déjà des objectifs par rapport au fait de venir sur les marchés? C'était Euh, quoi ta motivation? Pas vraiment à l'époque, c'est arrivé un peu plus tard. C'était plus de la curiosité, D'accord, de me dire, ah bah tiens, je mettrais bien de l'argent un petit peu ailleurs que sur un livret A. Au début, c'était ça. Après, ça a évolué, mais au début, c'était vraiment ça l'approche. d'accord. Et quels sont à la limite les comptes YouTube qui t'ont le plus aidé dans cette approche-là? Alors, je dirais que ça a évolué dans le temps, hein, mais au tout début, tout ce qui va être, on va dire, vulgarisation sur les marchés financiers, je suivais la chaîne Zone Bourse avec, j'ai oublié son nom de famille, ce que fait Xavier Xavier Delmas. Delmas, je Ouais, pense. Voilà, Delma, pardon, donc ça pour la vulgarisation, pour un débutant, c'est très bien. J'ai trouvé ça vraiment top. Et après, je suis allé sur des vidéos. C'est pas du divertissement, c'est plus de l'éducation. Donc, je suis allé sur les chaînes YouTube de d'Amodaran, d'accord. qui est un professeur. Donc, il donne des cours en ligne sur la valorisation d'entreprise, etc. C'est des choses que j'ai adorées. Et en plus, il prend des exemples concrets. Récemment, il a fait des exemples sur la valorisation de Tesla ou sur la valorisation de Meta. Mm. Euh, une autre chaîne YouTube et aussi podcast que j'aime bien, c'est le travail de Ben Felix. Il est portfolio manager. Alors lui, c'est plus sur tout ce qui va être statistiquement, les small et mid value surperforment le marché. Statistiquement, il vaut mieux investir dans telle ou telle classe d'actifs dans telle période de récession économique, stagflation, etc. C'est très orienté statistique, mathématiques, études. Et c'est quelque chose qui me plaît bien. Et son podcast, il s'appelle The Rational Reminder Podcast. Voilà. Et après, une dernière chaîne. Alors là, c'est entre l'éducation et le divertissement, mais pour quelqu'un qui voudrait avoir des notions on va dire, de culture financière et un peu de vulgarisation sur la macroéconomie et l'économie, j'aime bien la chaîne Eureka sur YouTube. Euh, Ça, c'est pour, on va dire, chaîne YouTube. Et après, bon, on viendra peut-être un peu plus tard là-dessus, mais moi, j'ai des thèmes d'investissement qui me tiennent un peu plus à cœur. Et il y a des spécialistes du domaine, par exemple, pour les matières premières, Benjamin Louvet, et pour l'énergie, Jean-Marc mais Jancovici. t'es allé directement sur les références de chacun des secteurs. Aswath Damodoran, là, c'est une référence dans la valorisation des boîtes. C'est le père de la valorisation. Il est vraiment, vraiment très, très bon. Sur son site internet, il met à disposition énormément d'outils justement pour t'aider à valoriser les boîtes c'est très pertinent. Notamment justement son travail qu'il a fait sur Tesla était assez significatif. Eureka, je connais un petit peu moins, je pense. Par contre, effectivement, Xavier Delmas sur la vulgarisation un peu des marchés, en France, j'ai du mal à voir quelqu'un de plus pertinent. Ok, très bien. À l'époque, tu as commencé avec tout ça avec quel montant, de la taille de ton portefeuille? On aime bien parler de chiffres ici aussi. À l'époque, alors, ce serait difficile à dire à l'époque avec combien j'ai commencé, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste début 2020, j'ai changé d'entreprise, j'ai liquidé mon plan épargne entreprise parce que je savais pas si j'allais retrouver un travail derrière, en me disant, bah, si je retrouve pas, j'aurai toujours ça, on va dire, en poche de sécurité. Finalement, j'ai retrouvé un travail et j'ai réinjecté l'argent dans mon PEA.
Mais alors, sur ce que j'ai réinjecté, quelle était la partie que j'avais mis de ma poche et la partie plus-value, je ne saurais pas dire. D'accord. Mais aujourd'hui, à date, j'ai un PEA qui doit être autour des 130 000 euros pour 80 000 euros D'accord. Et investis. par ailleurs, t'as un compte titre? Oui, j'ai un compte titre, je dois avoir 50 000 euros Bah, dessus, quelque chose comme c'est ça. pas anodin déjà pour commencer sur les marchés financiers avec un portefeuille en investissant l'équivalent de 130 000 euros au global. Même si là, tu as un sacré parcours, hein, parce que tu as fait t'es passé de l'équivalent, enfin, de ce que je comprends, de 130 000 à 180, un peu plus de 180 000. C'est pas anodin, tu sais, en France, le portefeuille moyen des actionnaires, hein, vous voyez ces données sur le site de l'AMF, c'est entre 20 et 30 000 euros. Et c'est un portefeuille moyen, sachant que le plus gros, à mon avis, il est plus. Enfin, il y a beaucoup de petits portefeuilles qui sont bien en dessous de ça. Donc, il y a une grosse prise de risque derrière ça. C'est pas mal, c'est intéressant. Et à aucun Je, moment, bah, tu t'es dit, enfin, c'était quoi ta motivation derrière ou qu'est-ce qui t'a guidé en gros à mettre parce que ça représente quelle part de ton patrimoine cette somme? Parce que tu es assez ah jeune ben, encore. on est proche des 100%. Ah ouais, d'accord. On est proche des 100%. J'ai rien à côté. Après, je le vois aussi en me disant, enfin, j'ai 29 ans, je me considère encore comme jeune. Si jamais je devais repartir de zéro, ce serait pas non plus dramatique. Euh, L'objectif pour ma motivation derrière cette forte épargne et ce fort investissement, c'est une notion de sécurité. Euh, on n'est jamais à l'abri d'un accident de la vie, d'un problème au travail, de devoir ou de vouloir prendre du temps pour soi ou pour sa famille ou ses amis, ou d'avoir envie de monter une entreprise. Et si un jour ça m'arrive, si un jour j'ai envie de changer d'entreprise, de monter ma propre entreprise, de prendre du temps pour moi, je veux pas être pris au piège par le monde du salariat. D'accord. C'est une forme d'indépendance financière, mais j'aime pas spécialement ce terme parce que bah, aujourd'hui déjà j'aime mon travail et je me vois pas arrêter. Mais je le vois plus comme une manière d'avoir des options. D'accord. Je me laisse des options de libre en ayant un investissement assez agressif dans mes premières années de vie active. Et l'autre motivation, c'est plus le côté stimulation intellectuelle, le fait de faire de la recherche, de l'analyse, de la valorisation, étudier la stratégie de l'entreprise. C'est des choses qui me plaisent. Et puis en plus, on a aussi l'impression de prendre part à une aventure quand on est actionnaire. C'est quelque chose d'assez excitant. Et je me considère encore jeune sur les marchés financiers et dans la vie active de manière générale. Et je pense que ça m'aide à développer un regard critique et aussi à avoir une vision plus globale sur l'économie et les entreprises. Et c'est des compétences qui me seront utiles dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Ensuite, tu as le temps de voir venir et d'ajuster un peu ta stratégie, mais tu as quand même un matelas de sécurité en termes d'allocation de cash dans ton patrimoine. Non? Bah, je fonctionne un peu par projet, c'est-à-dire que mon compte titre, Ah oui, j'ai effectivement, j'ai compris. des belles plus-values sur mon compte titre et je liquide mon compte titre. Je me sers alors j'ai quand même un petit peu d'argent sur mon livret A, bien sûr, hein, mais je raisonne plus par projet. Là, par exemple, j'ai un projet qui va arriver en mai de cette année et ça fait plusieurs mois que chaque mois, je retire un petit peu de mon compte titre et je le sécurise sur le livret A pour le projet à Ah, venir. très bien. Bon, en fait, ton allocation d'actifs, elle est plus proche des hauts revenus ou en général des super riches. En général, effectivement, dans ces catégories de la population, tout ce qui est placement financier, ça représente la plus grosse majorité du patrimoine, autour de 80%. J'ai posté récemment dessus. Donc, effectivement, ça peut se comprendre, hein. Dans mon cas, on est un peu aussi dans la même logique, mais j'ai quand même un matelas de sécurité important et un peu d'IMO. Mais effectivement, je peux le comprendre qu'à ton âge, tu puisses prendre un peu plus de risques. Après, je rappelle aux auditeurs qu'en général, on investit, là c'est un peu mon quart d'heure, pardon, ma petite minute pédagogie, on n'investit pas en bourse l'argent enfin, on investit, pardon, l'argent en bourse dont on n'a pas besoin. Donc, c'est bien avant d'aller investir, d'avoir un petit matelas de sécurité lors de 6 à 12 mois de frais de fonctionnement mensuels.
Voilà, donc ça c'était. Non, mais je vois bien un peu l'idée. En gros, tu t'es venu en bourse en te disant, je veux participer un peu à une aventure un peu entrepreneuriale, donc à la fois au sein de ton portefeuille, où c'est un peu ta petite entreprise, où finalement tes actifs sont ton capital et tu essaies de créer du rendement dessus, et ensuite participer aux aventures des sociétés qui vont arriver dans ton portefeuille. C'est un peu, ouais, c'est un peu ce qui me guide aussi, donc je reconnais, je vois bien là le parallèle. Par contre, sur la partie effectivement liberté financière, etc., toi, tu associes pas ça à te libérer de ton travail, puisque globalement, tu es passionné par ton boulot et aujourd'hui, tu es salarié et ça te convient plutôt bien. Donc, c'est vrai que c'est un peu, en général, dès qu'on parle de liberté financière, le but, c'est de sortir un peu du carcan salarial, etc., pour décorréler finalement tes revenus du temps que tu vas passer au travail, en fait, de pouvoir scaler ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu en opposition avec ça, mais on peut totalement le comprendre. Pour résumer, donc, super formation académique, un parcours plutôt, un cursus scolaire plutôt solide. En plus, tu t'es renforcé avec finalement des experts dans chacun des domaines. Les matières premières, Benjamin Louvet, d'ailleurs, hein, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut suivre sur Twitter. Xavier Delmas sur la partie vulgarisation. Et ensuite, effectivement, Ben Félix sur les statistiques, les études statistiques économiques. Ensuite, il y a Monsieur Damodoran sur la partie valo. Donc, enfin, tout ça, c'est assez cohérent. Après, aujourd'hui, est-ce que tu en as tiré des conclusions, par exemple, dans ton money management, pardon, notamment sur les aspects, tu sais, concentration, diversification, nombre de lignes en portefeuille. Enfin, en gros, ça, c'est plutôt ton expérience, un peu, ton retour d'expérience, tu essaies de tâtonner un peu dessus, ou ils t'ont déjà donné des idées sur lesquelles tu t'es appuyé et qu'est-ce que tu appliques dans la gestion de ton portefeuille? Alors, il y a des choses que j'ai apprises, mais que j'ai du mal encore à mettre en place. Par exemple, sur le sizing de position, il y a certaines positions enfin, quand on passera dans le détail du portefeuille, qui sont importantes au sein de mon portefeuille et qui, en toute logique, ne devraient pas l'être autant. Après, par exemple, un exemple concret, c'est, je sais, enfin, statistiquement, les small et mid cap value surperforment le marché. Dans ce cadre-là, là récemment, j'ai eu un peu de liquidité. Je me suis dit, bah, j'ai envie d'investir dans ce domaine-là. Sauf que j'ai pas forcément ni le temps ni l'énergie pour aller étudier ce secteur-là. Et du coup, j'ai pris 2 lignes dans les 2 fonds de indépendance et expansion D'accord. qui ont un track record qui est impressionnant. Et donc, il y a des choses que je mets en place. Il y a des choses où je sais que je devrais le mettre en place, mais aujourd'hui, j'ai du mal à le Donc, faire. tu sous-traites. J'ai du mal à le faire. Donc, je sous-traite. Exactement. D'accord, très bien. Quelle est la performance de ton portefeuille là, depuis que tu es rentré sur les marchés, au global, depuis 2018, Sur le sur PEA, l'ensemble de ton par exemple. portefeuille PEA plus compte titre? Enfin, tu peux détailler en fonction de ce que Alors, tu compte titre, j'ai pas connais, compte. parce que c'est vrai que sur ton compte titre, tu l'utilises plutôt Ouais, comme bah une sorte de compte chèque un peu rémunéré, j'ai l'impression. Donc, c'est ça. Donc le compte titre, c'est assez difficile de dire, mais le PEA, bah, je l'ai ouvert mi-2019. J'ai versé 80 000 euros dessus et je dois être à 130. Donc j'ai pas fait le calcul du rendement par an, mais euh, mais je pense être au-dessus de ce que le marché a fait les ouais, dernières il a années. passé Après, 60% depuis je 2018, suis oui, effectivement. Tu as surpassé le marché. je Mais après, enfin, on ira peut-être plus dans le détail quand je détaillerai ma thèse d'investissement, mais il y a aussi eu un enchaînement d'événements qui fait que ma thèse d'investissement a bien fonctionné sur les années À la 2019-2022. limite, on va aller directement sur ce sujet parce que c'est ce qui m'a le plus intéressé en fait quand je t'ai découvert. Mhm. Oui, effectivement. Explique-nous un peu ce que tu essaies de mettre en place et qu'est-ce qui caractérise en termes de gestion ou en termes d'idées fondatrices de ton portefeuille et des sociétés que tu as en portefeuille. Bah, en fait, moi, ma thèse d'investissement au global, c'est de dire la planète, elle a des ressources limitées et qu'en partant de ce constat-là, une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. Que quand on regarde les différents business plans, il y a des entreprises qui intègrent parfois le coût de la matière première, mais pas toutes, ou le coût de l'énergie. Et il y en a certaines qui le répercutent en termes de marge en disant, ah bah si
la matière première augmente de 60%, je perds un point de marge. C'est peut-être vrai, mais ça, c'est par exemple vrai dans un cas où il n'y a pas de pénurie. Parce que s'il n'y a plus du tout de matière première, ou qu'il y a des arbitrages qui sont faits parce qu'il n'y a pas de matière première pour tous et que les États interviennent en disant bah, les matières premières, on les réserve à telle et telle industrie, il y a des business models qui s'écroulent complètement. Et donc, sur ce constat-là, donc je m'appuie aussi sur le travail de World3. Donc, c'est les économistes qui avaient fait un calcul en disant bon, bah, si on est sur une planète avec des ressources finies et qu'on essaie de faire une croissance infinie, qu'est-ce qui se passe? Euh, En partant de ça, pour moi, du coup, les entreprises qui s'occupent de la recherche, de l'extraction, de la transformation ou du recyclage, qui est en fait une forme d'extraction secondaire, c'est des entreprises qui vont performer dans le futur. Et au global, il y a trois thèmes qui ressortent pour moi. Il y a le côté énergie, parce que l'économie au sens large, c'est un dérivé de l'énergie. Les matières premières par rapport à ce que je viens de dire, et la santé. Alors la santé, c'est plus un jeu à la fois du côté consommateur, parce que dans un contexte de raréfaction des ressources, la consommation des ménages, elle va se tourner vers l'essentiel, et l'essentiel, c'est la santé, la nourriture et on va dire le chauffage. Donc c'est des formes de consommation d'énergie, de matières premières et de santé. Et l'autre pari sur la santé, c'est qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, elle stagne, elle augmente très peu, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle diminue. Donc on se retrouve, et c'est un mécanisme qui se retrouve beaucoup dans les pays qui sont développés, donc qui ont un pouvoir d'achat fort. Et pour moi, ce qui risque de se passer dans les prochaines années, c'est que bah, les personnes qui ont un pouvoir d'achat fort et qui sont en mauvaise santé, ils vont essayer de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Donc tout le secteur de la santé risque d'être porté dans les prochaines années. D'accord. C'est un peu mon pari sur les trois secteurs. Et après, si on descend un peu plus, qu'on va dans l'allocation que je fais à titre personnel, soit je pense qu'il y a un secteur ou une catégorie qui va surperformer et je m'occupe même pas de chercher une entreprise. Par exemple, le cuivre. Il y a plein de recherches qui montrent que le cuivre, il n'y en aura pas assez sur la planète et que même si on avait assez, on n'est pas aujourd'hui capable de sortir le cuivre de terre à une vitesse suffisante, que le cuivre qu'on a besoin de recycler, celui qui est disponible dans les maisons, la plomberie, l'électricité, c'est du recyclage qui se fait bah, à la destruction de la maison et que tout le recyclage qui est plutôt dans l'électronique, l'électroménager, les voitures, c'est du recyclage qui est très difficile parce que c'est des petites quantités, c'est difficile à les récupérer, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que le cuivre, c'est quelque chose qui, à mon avis, va exploser dans les prochaines années. Et dans ce cadre-là, je préfère acheter un ETF thématique sur le cuivre avec plein d'entreprises spécialisées dans l'extraction, le recyclage du cuivre, etc., plutôt que d'aller essayer de chercher la petite entreprise particulière. Parce que si le secteur comporte très très bien dans les prochaines années, je ne suis pas certain d'avoir les compétences pour aller chercher la petite entreprise qui va encore plus surperformer. Et par contre, dans d'autres secteurs, par exemple dans l'énergie, où je pense, alors c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, où il y a des zones qui étaient en bulle, par exemple l'hydrogène et les énergies renouvelables, je pense que là, ça peut être pertinent d'aller chercher certaines entreprises pour voir si elles peuvent pas surperformer leur secteur. D'accord, je comprends bien, je comprends l'idée. Donc, initialement, tu t'es dit ressources finies, besoins finis, entre guillemets. Donc, derrière cette idée, les matières premières, l'énergie devrait superformer. La santé, c'est lié à une évolution démographique de la population. On est effectivement, on peut le comprendre. Sur les problématiques, justement, de problématiques de ressources sur les matières premières et l'énergie, tu t'es pas dit que le secteur, justement, de la sécurité, euh, aller dans la même idée, en fait, à partir du moment où on serait plus nombreux à se disputer les mêmes éléments. Bah, peut-être après, c'est un dérivé, ça. C'est-à-dire que parce qu'on serait plus nombreux à se disputer les éléments, le secteur de, on va dire, la défense augmenterait. C'est un pari un peu plus indirect, D'accord, je trouve. Dans le fond, je suis d'accord, hein, mais je trouve que c'est un peu plus indirect que simplement la matière première et l'énergie. très bien, nickel. Et les matières premières, tu as commencé à faire un distinguo entre éventuellement les matériaux de base, les métaux de base et des métaux précieux, ou, enfin, ou c'est plutôt générique aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est plutôt générique et il y a plutôt matériaux de base, vraiment industriels, on va dire, et un gros biais quand même sur le cuivre. J'ai trouvé aucun élément qui fait qu'on n'aura pas de problème de cuivre dans la décennie à venir. Si tu suis Je suis très... les calls de
Freeport McMoran, donc c'est le plus gros producteur de cuivre au monde. En fait, c'est une boîte US. Tu peux, enfin, c'est une boîte sur laquelle tu peux investir. Je pense que parce que je suivais un peu ce sujet l'année dernière. Il disait qu'en gros, les besoins de cuivre étaient bien au-delà des 5. En gros, ils peuvent faire au max 5% par an d'augmentation de production. Ça, c'est vraiment quand tout se passe bien et que globalement, les besoins sur le cuivre, effectivement, est bien au-delà. Donc, du coup, tu auras des tensions sur les prix. Donc, forcément, ça va être que bénéfique à long terme. Après, le sujet, c'est est-ce qu'on va avoir le fameux macro-cycle sur les matières premières dont tout le monde parle depuis deuxième semestre 2020. Je sais pas, mais bon, effectivement, on commence à sentir qu'il y a des tensions. Après, je pense que dans cette idée-là, je pense jouer sur tout ce qui est économie circulaire dans les domaines, dans ce domaine-là, ça peut être pas mal. Tu sais, de Richebourg fait du recyclage des métaux de Hmm. base. Tu as une boîte espagnole qui travaille aussi dans le domaine, là, qui récupère les poussières de lithium, d'aluminium, j'ai oublié le nom, Befesa, pardon. Befesa aussi qui travaille sur l'économie circulaire oui, et Séché aussi sur les métaux un peu plus Oui, particuliers. l'emballage. Après, effectivement, on peut citer Eramet aussi en France, dont on connaît sur le lithium, le manganèse. Effectivement, il y a un travail à faire sur ces sociétés-là. Et sur l'énergie, ton raisonnement, c'était un sujet générique, toute source d'énergie confondue, ou t'as essayé de te spécialiser sur un pan du segment? Qu'est-ce que tu fais? Alors, l'énergie, j'ai deux gros pans, on va dire. Il y en a un, c'est uranium, D'accord. un peu sur le même principe que le cuivre, c'est-à-dire que l'humanité, elle est toujours allée d'une source d'énergie dense à une source d'énergie plus dense. Et aujourd'hui, la seule source d'énergie plus dense que le pétrole qu'on connaît et qui est abondante, c'est le nucléaire. Si on ne connaissait pas le nucléaire et qu'on avait tous les problèmes aujourd'hui de pollution, de CO2, etc., et qu'on découvrait le nucléaire, je pense qu'on considérerait que bah, ça y est, c'est la révolution, c'est la solution à tous nos problèmes. Euh, je ne dis pas que je suis pour le 100% nucléaire, il faut un mix énergétique. Sauf que comme aujourd'hui, la part du nucléaire dans l'énergie mondiale, elle est minime, le potentiel d'augmentation, il est quand même assez énorme. Donc il y a toutes les entreprises qui tournent autour de l'uranium. J'ai principalement deux paris. J'en ai un, c'est un ETF uranium avec plusieurs mineurs du secteur. Et un autre, c'est Cameco, simplement parce qu'en termes de capitalisation, c'est l'une des plus grosses entreprises qui fait ça et que le jour où les fonds de pension, les grands investisseurs institutionnels commenceront à appuyer sur le domaine du nucléaire, à mon avis, ils iront sur les plus grosses capitalisations. Et dans les plus grosses capitalisations, il y a Cameco et Kazatomprom. Et Kazatomprom, c'est sur une place boursière qui est peut-être un peu plus difficile d'accès que Cameco. Donc, premier pari sur l'uranium. Et le deuxième, c'est donc l'énergie au sens large. Et alors, le pari que j'ai pris, et c'est une grosse position dans mon portefeuille, c'est Total Energy, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est aujourd'hui une entreprise pétrolière, mais qui évolue vers un business d'énergéticien. Et que quand on la compare aux autres entreprises comparables, hein, Shell, Exxon, Chevron, etc., c'est elle qui avait les meilleurs ratios de valorisation. Et donc, j'ai un double pari là-dessus. Le premier, c'est que par rapport au ratio de valorisation, c'est la plus intéressante à acheter. Et ensuite, c'est qu'aujourd'hui, elle est encore valorisée comme une pétrolière en termes de multiples. Et que demain, si elle réussit à verdir son business model et que les investisseurs acceptent le fait que le business model est effectivement plus vert et applique des ratios de valorisation énergie verte ou en tout cas mix d'énergie, la valorisation peut s'envoler. Donc j'ai un double pari sur l'énergie grâce à Total Energy comme ça. D'accord. Juste pour revenir sur la partie uranium, donc Cameco, c'est une boîte canadienne. Voilà, c'est Mmh. assez particulier. Le Canada, c'est le deuxième producteur d'uranium au monde, donc c'est pas mal, hein, et c'est globalement un pays occidental et stable. Donc contrairement à l'autre boîte dont tu as cité, là, qui est plutôt Kazakhstan, donc ça va être, ouais, Kazakhstan. c'est un peu plus compliqué. Effectivement, oui, la problématique du nucléaire, c'est toujours la même. Hein, c'est un peu d'ailleurs comme sur Total, hein, c'est le nucléaire, c'est pas bien et tout ça, donc en général, ça contribue à un dérating des sociétés du secteur de manière globale. C'est en train de changer puisqu'on se rend compte de l'importance du nucléaire sur la partie production de base de l'énergie. Donc, d'où les notions de
de mix énergétique que tu as évoqué. Effectivement, il faut un peu de tout. On sent aussi que si on se base sur un peu les ENR qu'on connaît, ça va être très compliqué parce que du coup, bah, tu as tes CAPEX qui vont exploser parce que pour produire 100, il faut avoir une capacité de 150. Donc voilà, et tu maîtrises pas la météo et euh, dans- dans- comme tu le souhaites. Et le nucléaire, ça te permet de piloter un peu mieux ta production de base. Donc ça, c'est un des avantages. Il y a une grosse réunion cette semaine d'ailleurs au sujet en France, pour savoir un peu s'ils peuvent relancer la production enfin, le renouvellement de 6 centrales, de produire en fait 6 centrales. Donc c'est un des sujets à suivre, je pense. Après, effectivement, pour parler un peu proche de chez nous, sur Euronext, il n'y a pas 50 000 sociétés, hein. Il y a Gérard Perrier, qui est une boîte plutôt qualitative sur des métiers un peu de niche dans le segment. Tu as un système qui est une sous-traitance de capacité dans le secteur. Est-ce que j'en ai oublié? Je crois pas. Ouais, non, après, il y a des boîtes qui sont un peu exotiques, mais je pense qu'il faut pas en parler. Globalement, il n'y a pas grand-chose, en fait, en France sur le segment. Après, ben, sur Total Energy, donc tu es rentré en 2020, hein, ça, il faudrait le rappeler quand même, parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu, tu, Oui. tu pourrais rentrer avec le même niveau de conviction sur Total à ces niveaux de cours aujourd'hui? C'est une vraie question. Déjà, donc, sur Total, on comprend ton idée, hein, c'est effectivement s'il y a un re-rating lié à un avertissement du mix d'activité, effectivement, ça pourrait être un succès d'investissement, hein, il y a pas photo. Après, effectivement, moi, je pense que ce qui va limiter ça, c'est que globalement, la perception, elle est quand même présente. On voit, là, si on regarde le nombre de fois, ils ressortent dans la presse sur des problématiques de greenwashing ou ce genre de choses. D'ailleurs, c'est les sujets actuellement. C'est vrai que ça est compliqué, mais moi, ce que je retiens sur cette idée-là, c'est que le potentiel de décarbonatation le plus important est présent chez les sociétés qui polluent le plus, donc notamment Total. Donc c'est un pari un peu contrariant, mais c'est intéressant. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des idées. Et sur la santé, comment tu gères ça du coup? Tu investis en direct sur des Sur sociétés. la Il y santé, a un auditeur qui m'a envoyé une question alors, sur Sanofi. alors, sur Sanofi, moi j'avais pris, alors la santé de manière générale, je considère que je suis pas un spécialiste, que j'ai aucun avantage compétitif à aller sélectionner une entreprise particulière. J'ai pris majoritairement la santé, je suis en ETF santé. J'avais pris un pari sur Sanofi en me disant Sanofi, il va y avoir trois choses qui vont jouer en sa faveur. Le premier, c'est quand il y a eu le procès qui a été intenté. Donc il y avait Sanofi, GSK, j'ai oublié le troisième. J'avais fait un petit calcul rapide et la chute du titre pour moi n'était pas justifiée. Donc j'étais rentré sur ce cours-là. En plus, c'était le moment où le dollar se valorisait par rapport à l'euro et quand on regarde le chiffre d'affaires de Sanofi, ça avait un impact positif sur le chiffre d'affaires. Et enfin, le troisième élément que j'avais en tête, c'était si on arrive dans une récession, il risque d'y avoir peut-être une réallocation d'actifs vers des secteurs plus défensifs et donc vers le secteur de la santé et Sanofi devrait en profiter. Sauf que là, au final, pour ce qui est du procès, ça s'est passé comme il fallait. Effectivement, j'ai une petite plus-value dessus. Mais la récession, on n'en est plus si certain que ça. Et l'effet dollar est en train de s'estomper. Ils ont publié leurs résultats là récemment. Les chiffres d'affaires sont bons, etc. Mais les perspectives sont moins bonnes. Donc j'ai toujours une petite plus-value sur Sanofi. Je vais un peu creuser le sujet ce week-end en lisant en détail la publication et je pense sortir parce qu'au final, ma thèse d'investissement, sur les trois piliers, il y en a un qui s'est validé, deux qui ont été invalidés. J'ai pas forcément de raison de rester sur Sanofi à ce moment-là. Après, qu'est-ce que je ferais de ces nouvelles liquidités? J'ai pas encore décidé. Certainement le réallouer dans la santé, parce que par rapport aux trois thématiques aujourd'hui, j'ai l'impression d'être sous-investi dans le secteur de la santé. Mais dans quoi précisément, j'ai pas encore fait mon choix. D'accord. En parlant de sizing, donc du coup, dans ton portefeuille, tu déclines en fait ces trois thèmes à travers différentes sociétés ou ETF, si je comprends bien. Tu as Mhm. combien de sociétés et globalement, comment elles sont pondérées? En gros, ton top 5 ou top 10 représente quel pourcentage de ton portefeuille? Tu as combien de lignes et quel poids sur chacune des idées? D'accord. Alors j'ai 43 lignes, ce qui peut paraître beaucoup, mais il faut avoir en tête que mes 10 premières lignes représentent 85% de mon portefeuille.
Donc, je suis quand même très concentré, D'accord, sachant que les trois premières lignes, c'est Total Energy, l'ETF matière première, l'ETF santé, d'accord. et qu'avec ces trois lignes-là, je dois être à 65% du portefeuille, quelque chose comme ça. Donc, la majorité sur ces trois-là, Total Energy représente 30%. Alors, c'est là où je disais, malgré toutes les vidéos et les bons conseils que je peux trouver sur Internet sur le sizing, Total, j'ai du mal à m'en séparer. Ça ne représentait pas 30% quand j'ai pris ma position, mais j'ai un PRU autour des 30 euros. Et bah, forcément, avec le cours actuel, ça a bien augmenté. J'ai un rendement sur dividende de plus de 9%. Donc, c'est assez difficile de m'en détacher aujourd'hui. Après, la manière que je compte faire pour rééquilibrer mon portefeuille, c'est je considère que je suis encore en phase de capitalisation. Donc, je vais me servir à la fois de mes apports et des dividendes générés par Total pour pouvoir rééquilibrer mon portefeuille parce qu'aujourd'hui, il est quand même déséquilibré. Même si en termes de secteur, matières premières, énergie, santé, c'est pas trop mal. Le fait d'avoir, en tout cas au sein de mon PEA, une aussi grosse position sur Total, c'est pas quelque chose avec laquelle je suis complètement à Alors, l'aise. juste une précision. Donc, ML et donc Monsieur l'investisseur est assez jeune, hein, 29 ans. Donc, en fait, là, euh, pour les auditeurs, il y a deux phases dans un portefeuille en général, hein. C'est une phase de capitalisation. C'est le sujet évoqué par ML. C'est une phase où vous allez essayer de développer votre patrimoine, d'accord? Donc, en général, c'est une phase où vous allez augmenter légèrement votre profil de risque et pour justement développer j'ai essayé de battre le marché ou générer de l'alpha, ce genre de choses. Ensuite, la deuxième phase, c'est une phase un peu de rente. Et en général, c'est plutôt, plutôt associé à moi, en fait. Donc, c'est vous réduisez le niveau de risque et le but, c'est de faire un peu du rendement uniquement pour payer vos factures, ce genre de choses. Donc, deux phases. Donc, phase de capitalisation, phase de rente. En phase de capitalisation, on comprend qu'on est capable de prendre plus de risques et ça peut expliquer justement le sizing un peu important de, de, de notre invité. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, on voit bien un truc assez intelligent ici, c'est que sur certains segments, l'approche top picking, elle peut être biaisée ou mal faite. Donc, on sous-traite un peu l'analyse à des ETF ou des trackers, ce qui est fait ici dans le domaine de la santé et des matières premières. Je trouve que c'est plutôt intelligent, en fait, pour quelqu'un qui n'a pas forcément du temps pour faire du stock picking. Je pense que c'est une démarche la plus pragmatique et sûre. Après, effectivement, ça ne plaira pas aux puristes du stock picking, mais je trouve que ça permet d'élaguer au prix un peu de la performance les risques opérationnels que vous pouvez avoir sur la nouvelle pépite ou une nouvelle conviction. Donc voilà. Donc en gros, ce que je comprends, c'est que bon, tu as énormément de lignes, hein, 43, ça me semble beaucoup. En général, tu sais, sur les aspects diversification, on dit qu'au-delà de 15%, il y a pas de gain apporté aux nouvelles lignes, apportées à la performance. Donc, un des gérants un peu phares de la place disait qu'il fallait une petite dizaine de lignes dans un portefeuille particulier. Je rejoins un peu sur ces sujets-là. Euh, Ça a du sens, mais après, effectivement, je pense que toi, dans ton portefeuille, tu dois avoir des petites lignes pour suivre certaines idées ou certains Hum. secteurs, ce genre de choses. Ça te permet de garder éventuellement un œil dessus. Parce que moi, je fais un petit peu ça. Même si des fois ça m'encombre un peu trop le cerveau, alors je préfère éliminer toutes ces lignes. Mais c'est vrai que quand j'ai une idée une société à analyser, souvent je prends quelques actions histoire de les avoir en portefeuille. En plus, ça permet aussi de participer aux AG pour bien comprendre la boîte et approfondir la société. Euh, et toi, est-ce que dans ton approche là, est-ce que tu intègres la macro? Est-ce que tu utilises des moyens de couverture ou c'est quelque chose qui te semble un peu trop prématuré aujourd'hui ou hors de question par rapport à l'idée que tu te fais de la bourse? Je fais pas de système de couverture. Je pense que c'est encore trop complexe pour moi. Je me tiens au courant de la macro. J'essaie de comprendre les impacts que ça pourrait avoir sur mon portefeuille, la hausse des taux qui a été annoncée. Et finalement, est-ce que ça va faire un plateau? Est-ce que ça va redescendre vite, pas vite? J'essaie de comprendre quel impact ça pourrait avoir sur mon portefeuille, mais je m'en sers pas comme critère d'investissement, on va dire. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, je me sers pas vraiment de la macro. D'accord. Et aujourd'hui, dans ton portefeuille, j'ai vu que tu avais fait une étude sur Facebook.
Donc, en gros, c'est quoi Ouais, les trois dernières positions de ton portefeuille, les trois dernières sociétés que tu as rentrées en portefeuille? ouais. Alors, j'en prends. Je fais pas souvent des nouvelles entrées de position, on va dire en stock picking. Donc, la dernière, dans l'ordre, on va dire d'ancienneté, c'est Meta. Donc, Meta, je suis rentré enfin, début novembre, 1, 2 ou 3 novembre, je sais plus. En euros, je suis rentré à 94 et là, j'ai un ordre pour que ça se vende cet après-midi parce que autant le petit modèle que je m'étais fait avec les free cash flow, la valeur d'entreprise, etc., j'avais été pessimiste et je trouvais que c'était décoté à 94. Autant là, les cours actuels, enfin, j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre ce Mais qui ça se rejoint passe. ta Le valorisation, chiffre pour moi, d'affaires est type. en Mais baisse. ça rejoint ta valorisation. Ah ouais, non, mais oui, mais ça rejoint ma Ah, mais tu valorisation sais de que moi, Meta, là, 2026. Donc, j'y ai pensé toute la journée d'hier. Hier, j'ai presque pas voulu ouvrir mon. Parce que je l'ai vendu la veille enfin, le jour où ils ont annoncé les résultats, quoi. ah, Je l'ai vendu à 150 mais dollars, la un truc bourse, comme c'est ça. toujours le temple. Oui, 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 oui. Donc, en fait, La bourse, c'est toujours le temple des regrets, hein, ouais, il y a mais deux aspects, à mon avis, qui ont expliqué la grosse hausse d'hier. Après, c'est très compliqué hein, de pas faire dans l'analyse type PMU quand on fait de l'analyse à la journée à court terme en bourse. Mais globalement, sur Meta, hmm. un des gros signes noirs, entre guillemets, c'était l'histoire de TikTok. En gros, que ça prenait la place de Facebook et que ça avait une croissance de dingue par rapport à Facebook. Donc ça perturbait un peu la vision des investisseurs. Et donc, du coup, parce qu'en fait, ça justifiait le fait que, tu sais, ils avaient annoncé un recul de leur base client il y a quelques temps, là, leur base d'utilisateurs. Et en fait, la grosse information qu'il y avait hier dans la publication, c'était que ils gagnaient en utilisateurs. Après, il y a le deuxième aspect qui était non des moindres, c'est un big buyback de 40 milliards, quoi. Donc, avec ça, Oui, après, tu fais tout ce que tu peux. Mais je pense que c'est vrai que ça a été assez c'est, rapide quand même. Enfin, en termes de revalorisation, moi j'étais assez oui. impressionné. C'est ça qui m'a fait prendre un peu de ma plus-value pour pouvoir faire un peu de cash. En général, enfin, moi j'ai toujours un peu la Voilà, moi, je suis, conviction que le marché est dans enfin, on est dans un ralentissement, on le voit sur le retournement de la publicité digitale au S2 l'année dernière. Donc, je reste dans cette idée-là et voilà quoi. oui, bah là, moi, je suis pas très à l'aise avec la valorisation actuelle. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis un ordre pour cet après-midi parce que un chiffre d'affaires qui diminue, des charges qui augmentent, le problème du ciblage des publicités avec iOS. Bon, aujourd'hui, je suis pas à l'aise. Je préfère vendre. Je prends une belle plus-value au passage et puis je réallouerai plus tard sur autre chose. Une autre ligne que j'ai pris récemment, bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est indépendance et expansion, D'accord. les deux fonds, le fonds Europe et le fonds Ça t'apporte de France, la pour diversification l'idée de sous-traiter. C'est ça. Et puis, j'avais pas de small et mid value. Et comme ça, en sous-traitant, ça me permet d'être exposé à ce pan de marché. Et une autre ligne que j'ai prise, c'est indépendance et expansion. Pardon, une autre ligne que j'ai prise, c'est Antin Infrastructure. Donc, l'idée derrière, c'est que je trouvais qu'au sein de mon portefeuille, j'avais pas beaucoup d'actifs tangibles. Je voulais pas toucher à l'immobilier coté parce que pour moi, l'immobilier coté, une partie de l'immobilier coté, c'est quand même un business model vieillissant, les centres commerciaux, etc. Il y a beaucoup de dettes et qu'il y a une obligation de verser des dividendes pour garder le statut d'immobilier coté et que ça engendre des difficultés de gestion. Les gestionnaires, ils voudraient peut-être ne pas verser de dividendes, mais rembourser de la dette par anticipation, faire des réserves, peu importe. Donc j'avais cette envie d'avoir des actifs tangibles et en fait, Antin Infrastructure Partner, ils font de l'infrastructure dans la santé et dans l'énergie. Donc ça rejoint ma thèse. Ils font aussi de l'infrastructure dans les télécoms et la mobilité. Alors les télécoms, c'est pas trop ma thèse d'investissement. Après la mobilité, c'est un dérivé aussi de ma thèse d'investissement parce que dans un monde où les ressources sont finies, la mobilité individuelle, elle devient plus compliquée. Qu'elle soit carbonée, décarbonée, peu importe, c'est plus difficile de faire de la mobilité individuelle. Il faut donc faire de la mobilité collective. La mobilité collective, ça passe par des infrastructures. C'est une boîte qui a pas de dettes, qui du coup a des projets pour les prochaines années, voire décennies. Sur le principe, le pitch me plaît. Après, je me suis pas encore vraiment posé sur la valorisation, faire les calculs, etc.
Donc, j'ai juste pris une ligne, j'ai dû prendre 3-4 actions, histoire que j'ai la ligne qui s'affiche quand je consulte mon portefeuille et que je pense à creuser le sujet. D'accord, bah écoute, Voilà il faudrait que tu les 3 dernières actions que j'ai prises. donc la dernière, ce que je comprends, c'est que ça reste anecdotique pour le moment. Tu es plutôt en mode de découverte. Enfin, tu vas essayer d'approfondir un peu le sujet. Mm. Ah, j'espère que tu publieras une vidéo YouTube dessus. Donc j'invite les auditeurs effectivement à consulter les différentes analyses faites par ML sur son compte YouTube ou sa chaîne YouTube, pardon. On va arriver à la dernière question. J'invite donc les auditeurs à poser leurs questions sur le thread du compte Twitter ou éventuellement intervenir directement dans le space. Moi, ouais, effectivement, sur Anta et sur ton besoin d'avoir des actifs tangibles dans ton portefeuille, moi, je te dirais que t'en as à travers ton exposition indépendance expansion. Tu en as à travers ton fonds, ton ETF ou tes ETF matières premières, et encore plus dans l'aspect santé, en fait, puisque ça reste de la chimie avec des usines, etc. Donc, en gros, ton portefeuille, il doit être quand même très, très orienté value au global, à travers ces trois thématiques, que tu le voulais, ou enfin, que tu le veuilles ou non, c'est une réalité. Donc, effectivement, faut pas oublier qu'à travers tes ETF, tu es exposé à ce type de thématique, la thématique infrastructure. Après, pour compléter cette idée là sur les infras, et ça rejoint un peu ton thème énergie, c'est qu'effectivement, pour aller dénicher de nouvelles ressources d'énergie, bah, il faut des CAPEX. Et donc, pour ça, bah, effectivement, tu as besoin d'investir dans des sociétés qui en produisent ou qui en fabriquent. Tu sais, par exemple, sur l'énergie, moi, j'ai investi sur VK, Valorec et Tenaris. Donc, c'est deux sociétés qui font finalement des tuyaux ou de l'acier qui est destiné à justement améliorer soit la circulation du gaz ou à optimiser les forages le forage de oil and gas. Donc, on arrive sur la dernière question. Je voudrais connaître ton retour d'expérience au global sur 4 ans. Je sais que c'est assez court, mais si tu pouvais nous donner deux, trois idées que tu as retenues ou des éléments que tu as réussi à comprendre et à appréhender grâce à ton expérience et qui te semblent indispensables pour les prochaines années. D'accord. Ah bah, alors, je me considère encore comme débutant, donc oui, ce ne sera pas un conseil, ce sera plutôt un retour d'expérience. Euh, je dirais que c'est normal de faire des erreurs. Enfin, quand j'ai commencé, je suis tombé dans les pièges d'investir dans des biotech liquides, de tomber dans le storytelling en écoutant un analyste ou en regardant la vidéo d'un CFO. Euh, Ça arrive de faire des erreurs. L'important, quand on s'est fait avoir une fois, c'est pas vraiment le refaire. Et puis, autre chose, c'est de travailler sur ses convictions et sur ses avis. Beaucoup de personnes ont des a priori ou des positions, je suis pro quelque chose ou anti quelque chose. Et en fait, dans l'idée d'investir dans ce que l'on comprend, c'est de regarder un peu ce qui se fait sur le secteur. Par exemple, moi, une partie de ma thèse repose sur l'énergie. Et du coup, j'ai lu le livre de Jean-Marc Jancovici, Dormez tranquille jusqu'en 2100. Il y a aussi une BD là, qui est la dernière BD qu'il a sortie, qui est dans mon salon, faut que je pense à lire. Peut-être aussi lire le résumé de l'Agence internationale de l'énergie, de leur dernier rapport. Alors, c'est des choses qui sont pas très digestes, mais ça permet d'avoir un ordre de grandeur sur ce qui se passe, de voir les enjeux qu'il y a autour de cette thématique et parfois les solutions. Ça dit pas dans quelle entreprise investir, mais ça permet d'affiner sa thèse d'investissement et d'éviter de faire des raccourcis dans sa réflexion. Et puis peut-être un dernier point, c'est plus, euh, je trouve que, alors, pas trop sur Twitter, enfin ça dépend, mais sur certains réseaux sociaux, on fait quand même miroiter pas mal de choses qui sont inatteignables. Il y a de tout sur En tant que Twitter, il y a débutant, je tout. pense que Enfin, l'idéal, mais c'est c'est vrai que c'est moins voilà, pire c'est que sur YouTube. que d'autres réseaux. Donc, effectivement, Et je investir dans pense que ce... l'important, c'est de se fixer des objectifs raisonnables. C'est voilà, se fixer des objectifs raisonnables et rester motivé parce que l'apprentissage, c'est long, mais que ça en vaut la peine. Oui, soit on perd, soit quand tu perds, t'apprends et quand tu gagnes, t'es content. Et en gros, je comprends avec lui. Donc, on va résumer ça en disant, effectivement, investir dans ce qu'on comprend et l'apprentissage, c'est un éternel sujet dans lequel enfin, il y a énormément de sources de développement en investissement. Moi, j'adore l'investissement parce que ça te permet t'intéresser à énormément de segments de marché, de secteurs. Après, ça te permet aussi de comprendre finalement que des fois, certaines personnes peuvent faire justement un raccourci entre leurs croyances plutôt et
et leur conviction sur une société ou leur idée sur une société. Moi, souvent, je raisonne sur les aspects valo et souvent, plus ça pue et en général, plus je me dis, bah, j'ai quelque chose à y faire dedans. Donc, en général, je vais creuser un peu plus parce que justement, si tu te trompes dans un segment que personne n'aime, alors là, c'est la double peine et là, ça peut être très, très dangereux. Est-ce que tu aurais un dernier renseignement? Donc, je passe aux questions des auditeurs sur les 10 dernières minutes. C'est bon pour moi, on peut passer aux Alors, questions. je pense qu'il y a des questions qui reviennent sur certains éléments évoqués. N'hésitez pas, si vous souhaitez éventuellement intervenir directement en demandant la parole pour intervenir dans le space. Donc, j'ai une question qui revient. Donc, c'est l'amende sur Twitter. As-tu analysé l'effet d'un accident nucléaire sur le secteur? Il pense en fait au Rex Fukushima. Que penses-tu du pari de l'Australie qui n'investit pas dans le nucléaire mais sur le stockage? C'est une question sectorielle sur le nucléaire. Est-ce que tu aurais des éléments de réponse? Alors, j'ai pas du tout fait une analyse sur une catastrophe nucléaire. Je me rends pas compte des impacts que ça pourrait Ok. avoir. C'est quelque chose effectivement à prendre en compte. Après, des retours d'expérience qu'il y a pu avoir, j'ai l'impression que à chaque fois, c'était des erreurs sur du matériel vieillissant et défaillant. Ah, c'est pas aussi simple. Si tu veux, Que si bon, tu me permets, c'est pas, ouais. En fait, la problématique qui est évoquée ici, c'est effectivement si demain, en fait, on se dit bah, le nucléaire, c'est fini parce que on a un nouvel accident. Parce que Fukushima, c'est un accident qui est assez récent, hein. Je pense que ça a marqué tout le monde. Je crois que c'était en 2004, je crois. Enfin, il faudrait revoir l'historique. Mais avant ça, il y avait Tchernobyl. Ensuite, il y avait TMI en 79. Donc, effectivement, il y a eu, dans l'histoire du nucléaire, il y a eu quelques accidents. Après, il faut savoir que sur le temps d'usage des centrales, enfin, ce type d'accident, c'est quelque chose de très, très, très peu probable. Effectivement, les conséquences sont quand même assez importantes. Mais globalement, les gens font dans le choix d'investissement dans le segment, c'est essayer de quantifier le risque de ne pas le faire par rapport à des problématiques bah, justement, de ce qu'on a, les sujets qui ont été évoqués l'hiver dernier, c'est-à-dire un problème de blackout sur l'énergie. Les conséquences d'un blackout dans l'énergie sont incommensurables en fait. Les conséquences seront violentes si on a une problématique de sourcing. Donc effectivement, le nucléaire apparaît comme une énergie dans ce cadre-là intéressante. En fait, ce qui va se passer, si tu veux, c'est effectivement l'idée, moi je la comprends, je la partage, l'idée du renouvellement du nucléaire parce que c'est indispensable pour nous, on pourra difficilement s'en passer. Ce que tu vas gérer, en fait, l'amende, c'est ton sizing sur ce segment-là, parce qu'effectivement, tu auras toujours un aspect psychologique qui va rentrer en ligne de compte si quelque chose arrive comme ça. Bien évidemment, ce bloc de ton portefeuille va baisser, hein, il faut pas se poser, enfin, il faut pas s'imaginer autre chose. Donc, effectivement, tu vas gérer ça par ton sizing. Après, est-ce que ça remettrait en question le nucléaire? Bien évidemment que oui, comme on l'a eu après Tchernobyl, comme on l'a eu après Fukushima. Après, c'est des sujets qui ont été réintégrés dans le design des nouveaux réacteurs, d'où l'intérêt de faire ce renouvellement, parce que plus les centrales vieillissent et plus le coût de maintenance va être élevé et on va perdre en compétences pour le renouvellement de ce marché, ce segment-là. Donc, pour résumer, tu gères ça, ce risque-là, parce que c'est un risque qui est très peu probable, qui serait, en gros, si ça arrive, de toute manière, tu aurais toute l'industrie, tout le segment de la chimie et tout ça qui en pâtirait aussi hein, dans ton portefeuille. Tu gères. Désolé, là il y a eu un petit problème d'enregistrement, mais la conclusion sur ce sujet, c'est que le risque zéro n'existe pas et que le fait d'avoir une énergie non disponible aurait des conséquences beaucoup plus graves qu'un accident nucléaire. Enfin, qu'il faut réfléchir cet investissement sur le temps long et que c'est par ce prisme-là que j'ai décidé d'investir. Suite à un problème de connexion, je me suis retrouvé déconnecté du podcast et Value a commencé à répondre à une question d'un auditeur sur comment investir dans les matières premières. Effectivement, tu peux jouer cette idée sur la rareté des matières premières en achat direct sur les matières, soit via des minières, soit ETF, soit directement en achetant des matières premières. Je déconseille vraiment cette dernière possibilité parce que c'est la plus risquée. Donc on a évoqué le sujet au démarrage du space, Franck. Je vois pas ce qu'on peut ajouter dessus. Je sais qu'effectivement Okavango est très pertinent sur ces sujets. Donc
Donc, n'hésitez pas à suivre Okavango 1 sur Twitter. Merci, Franck, pour la proposition. Monsieur l'investisseur, j'ai pris la liberté de répondre à certaines questions en attendant que tu reviennes. Donc, c'était une question sur l'investissement plutôt dans les... Pourquoi tu faisais du tracker plutôt que du stock picking en direct sur les matières premières? Pourquoi tu ne faisais pas, pardon? Une question de temps. Je me considère, j'ai pas forcément le temps par rapport à mon travail, mes activités à côté, etc. Ma thèse d'investissement fait que je suis extrêmement bullish sur les matières premières et sauf cas exceptionnel, j'investis majoritairement en tracker sur les matières premières. Mais tracker de minière, pas tracker de matières premières en tant que tel. D'accord. J'ai attaché au Space. Donc, si vous regardez en haut du Space, il y aura le lien vers, euh, vers le compte de Okavango qui est vraiment très, très bon sur les aspects choix des sociétés pour s'exposer aux matières premières. Bien évidemment, c'est comme toujours, toutes les noms de sociétés ou d'ETF ou quoi que ce soit évoqués ici doivent être pris comme des idées et ensuite c'est à vous de bosser de votre côté, hein. N'hésitez pas à aussi proposer des choses dans ce sens-là si vous avez des idées. Après, effectivement, est-ce que tu aurais la référence de ton ETF vers l'uranium? Si tu ne l'as pas, ce qui serait possible de faire un tweet avec, tu sais, tous les ETF et, bon, que tu as évoqué, que j'attacherai directement au Space pour que les gens qui écouteront ce Space en replay puissent avoir accès à ces données. Euh, ensuite, j'ai Oui, une pas de question. problème. Merci, merci, monsieur l'investisseur. Oui, en fait, les sujets l'énergie, notamment nucléaire, c'est vrai que c'est des sujets assez polémiques. Il me dit que donc, les barrages hydroélectriques ont tué beaucoup de gens, beaucoup plus de gens que le nucléaire. Si je dis pas n'importe quoi, il faudrait un index mort sur kilowattheure. En fait, c'est plutôt, oui, effectivement, c'est à peu près la même notion. Nucléaire, ça fait peur. Donc, ça demande, par contre, le problème, c'est que c'est des capex qui sont assez importants, des rentabilités qui demandent énormément d'années. Donc, c'est des choses qui doivent rester au sein des États, en fait, pour rester sûrs. Et donc, c'est ça qui limite, je pense, c'est un des éléments qui doit limiter le développement de cette filière. Voilà. Donc, Christian, Monsieur l'investisseur mettra donc la référence à l'ETF pour répondre à tes questions. Je vois pas d'autres questions. Est-ce que tu aurais un élément pour conclure cette interview, des éléments que tu voulais ajouter ou un message que tu voulais donner aux auditeurs? Non, pour moi, c'est tout bon. Je voulais te remercier pour l'invitation et pour tout ce que tu fais, ton travail quotidien. Moi, je suis arrivé assez tardivement sur Twitter et je suis agréablement surpris de découvrir tout le contenu de qualité qu'on peut trouver sur cette Bah, plateforme. très bien. Bah, écoute, bienvenue sur Twitter. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir sur YouTube prochainement aussi. J'aimerais aller sur YouTube, mais ça demande trop de temps pour le moment, donc j'y viendrai plus tard. Mais c'est vrai que j'étais assez impressionné par contre là-bas de la quantité d'experts bourse, marché, finance. euh, qui veulent tous à peu près la même chose, hein, te rendre millionnaire en très peu de temps. Donc, c'est vrai que je suis assez tenté par la promesse, hein, donc je vais sûrement céder. Mais j'ai trouvé justement que ton compte YouTube était n'allait pas dans ce sens-là. Je le trouvais beaucoup plus pragmatique et je pense que nos auditeurs ont compris que tu avais un profil plutôt rationnel et j'espère qu'ils te suivront et t'encourageront à créer un peu plus de contenu dans ce sens-là. Donc, je remercie donc nos auditeurs pour votre écoute et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.